Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier webinaire de Music Care sur les fondamentaux de la douleur. Donc Music Care, nous sommes la première thérapie digitale validée par plus de 150 publications scientifiques dans le traitement de la douleur, de l'anxiété et des troubles du sommeil. Et donc pour ma part, je m'appelle Martin Louvel, je suis directeur du développement chez Music Care et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Patricia Zimmermann. Patricia, bienvenue. Merci, bonjour, merci. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors, Patricia, tu es infirmière de formation en urgence, en chirurgie orthopédique. Tu as fait de la recherche clinique et tu as participé à beaucoup de travaux de recherche, notamment avec le CNRD. Et aujourd'hui, tu et fait des formations dans la douleur. Donc, en fait, ce que je te propose, c'est de te présenter. Et puis, bienvenue aussi à tous et à tous nos participants. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Donc, en effet, je suis infirmière de formation. Donc, j'ai démarré ma carrière aux urgences en réa, puis en chirurgie orthopédique. Et très vite, j'ai abandonné le soin pour me diriger vers la recherche. Parce qu'en fait, souvent, on se rend compte que le soin et la recherche, ils sont très liés et c'est souvent indissociable. Ensuite, dans les années, il y a 20 ans, une vingtaine d'années, j'ai intégré le Centre national de ressources douleurs à Paris. Et en fait, c'est le centre qui a été mis en place lors du deuxième plan douleur au niveau du ministère de la Santé et qui avait pour vocation d'aider les soignants, quelle que soit la fonction, pour une meilleure prise en charge de la douleur et particulièrement par rapport à tout ce qui est douleur liée aux soins induits par les soins. Voilà. Donc, j'ai accompagné des équipes sur un plan méthodologique, sur un plan formation. À ce jour, je ne travaille plus à l'hôpital, je suis à la retraite de l'hôpital, mais je continue à faire de l'enseignement pour un organisme privé de formation et essentiellement, je forme les soignants sur comment prévenir et soulager la douleur et aussi maintenant des sessions spécialisées pour les référents douleurs. Merci encore, Patricia, pour cette présentation et ta présence. On est très heureux de t'accueillir. Alors, je vais commencer juste par quelques éléments de contexte et une définition des termes du sujet. Donc, la douleur, selon la définition de l'IASP de 2020, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc, c'est une définition un peu technique. Ce qui est intéressant par rapport à la définition de 79, c'est qu'on a intégré les notions de ou ressemblant à, ce qui montre justement la dimension psychique finalement de la douleur. Et pour planter un petit peu le décor, nous avons aujourd'hui en France 12 millions de patients qui souffrent de douleurs chroniques. Ça représente un Français sur 5. La douleur est un vrai parcours du combattant puisqu'elle a des conséquences, bien sûr, quand elle est chronique, sur la vie des individus, sur leurs relations sociales. On a aussi un contexte avec une crise des opioïdes qui vient des États-Unis, qui arrive aussi en France, donc qui est aussi un facteur de risque et ce qui invite aussi à avoir un ensemble de réflexions sur les dispositifs à mettre en œuvre pour accompagner cette douleur. L'objectif de ce webinaire et les différents sujets que nous allons aborder, donc c'est d'abord comment prendre en charge, anticiper et soulager la douleur en environnement hospitalier et à domicile, donc plutôt au niveau individuel. Donc, imaginons s'il y a des personnes parmi vous, les participants et participantes, qui viennent avec de la curiosité, eh bien, c'est de se dire au niveau individuel comment la prendre en charge. Ensuite, on verra au niveau service et enfin, on laissera bien sûr aussi, on ouvrira sur la notion d'intervention non médicamenteuse. Et à tout moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le but. Donc, Patricia, ce que je te propose, c'est d'aborder la première grande partie de ce webinaire, c'est-à-dire comment prendre en charge et anticiper et soulager la douleur en environnement hospitalier. En fait, je pense que la prise en charge de la douleur, c'est une réflexion individuelle, éthique, morale et bien sûr une réflexion collective. Alors,
Bon, évidemment, je pense qu'on pourrait penser que tout soignant, et ça fait partie du code de déontologie, du code de santé publique, tout soignant doit prendre en charge la douleur et la souffrance donc, des patients dont il s'occupe. Alors la problématique, ben, en fait, le démarrage, c'est qu'il faut déjà savoir reconnaître la douleur, il faut savoir l'identifier correctement, il faut savoir l'évaluer. Parce qu'il y a un grand nombre de douleurs, douleurs chroniques, douleurs aiguës, il y a plusieurs composantes de la douleur. Donc, c'est quand même un phénomène extrêmement complexe. Et la base, à mon sens, c'est de savoir reconnaître, d'identifier, poser un diagnostic et savoir que le patient est douloureux. Alors, comment on fait justement pour poser un diagnostic? Pour poser un diagnostic de patient douloureux, en fait, il faut observer le patient, il faut écouter avant de sortir une réglette et de sortir une échelle d'évaluation de la douleur, parce qu'il en existe beaucoup, selon les âges, selon les situations cliniques, etc. Il faut savoir déjà observer, reconnaître, et en fait, il faut se dire que tout changement de comportement de patients, qu'ils soient agressifs ou qu'ils soient au contraire apathiques, on doit se dire, tiens, là, il y a peut-être de la douleur. Alors, la complexité, bien sûr, ce sont chez les patients qui sont non communicants ou dyscommunicants. Et donc, c'est vrai que c'est tout un apprentissage. Mais la première des choses, c'est savoir observer, évaluer, pour pouvoir évaluer, identifier et pour pouvoir mettre ensuite un traitement adéquat. D'accord, alors je vois que Sophie, tu nous as rejoint. Sophie est musicothérapeute chez Musicare. En fait, je pense que tu voulais peut-être nous rejoindre en tant que participante, mais on te voit à l'écran. N'hésite pas, hein, si tu souhaites voilà, retirer en tant que panéliste, mais il n'y a aucun souci. En tout cas, pour tout le monde, vous pouvez du coup voir le visage de Sophie qui est musicothérapeute chez Musicare. Donc, juste pour revenir sur le sujet du diagnostic, Patricia. Donc, au niveau de l'évaluation de la douleur, donc, quels outils on a pour évaluer la douleur de manière pertinente? Alors, en fait, il faut dire, il y a deux grands types d'évaluation. Il y a l'auto-évaluation, c'est-à-dire quand le patient lui-même donc évalue sa douleur, et l'hétéro-évaluation, quand le patient n'est pas en mesure d'évaluer sa douleur, soit trop jeune, soit trop âgé, soit dyscommunicant, soit trop fatigué, etc. Donc, on privilégie toujours l'auto-évaluation, c'est-à-dire qu'il existe des échelles d'auto-évaluation. On ne va pas faire un listing ici parce que c'est beaucoup trop long, mais en gros, il existe deux grandes échelles d'auto-évaluation. Le VA, où on demande au patient entre 0 et 10 à combien est sa douleur, à combien est sa douleur et de pousser le curseur, ou sinon l'échelle numérique où pareil, on lui demande entre 0 et 10 de noter à combien, de dire un chiffre qui correspond à son niveau de douleur. Voilà. Super. Donc, Et du coup, quand le patient le permet, même petit, même chez les enfants en pédiatrie, c'est très intéressant de lui demander à lui. Et en fin de compte, il faut croire le patient. Parce que souvent, on a des discordances entre ce qu'on peut voir et ce qui est réellement. Mais en fait, quand un patient dit qu'il a mal, il faut le croire. Et la deuxième forme d'évaluation, c'est l'hétéro-évaluation, c'est-à-dire que donc, c'est d'utiliser des échelles d'hétéro-évaluation. Donc, toutes ces échelles, elles ont été validées par des experts douleurs. Il y a des items qui sont, comment dirais-je, très spécifiques et on est sûr de mesurer de la douleur. Et c'est surtout reproductible, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui va utiliser le même outil, on aura donc des scores d'évaluation de douleur qui seront identiques. d'accord. C'est très généraliste parce que je peux pas rentrer dans les détails. Ce qui importe, c'est de savoir qu'il existe un grand nombre d'échelles, auto-hétéro-évaluation, et qu'on préconise toujours l'auto. Mais l'hétéro-évaluation, elle permet aussi, comment dirais-je, évaluer la douleur, c'est aussi pour avoir comment dirais-je, un point de départ objectif, entre les équipes, entre les soignants, et pour pouvoir mettre en place le meilleur traitement. Alors, tu as commencé à parler, Patricia, aussi des différents types de douleurs. Est-ce que tu pourrais justement nous partager quels sont les différents types de douleurs et comment les caractériser? En fait, on va pas. Il faut juste savoir qu'il existe donc les douleurs aiguës, qui sont celles qui sont, en fait, on les classe selon leur durée d'évolution. Donc, c'est inférieur à 3 mois. Et ensuite, on a les douleurs chroniques supérieures à 3 mois, 3 à 6 mois. On pourrait dire que les douleurs aiguës sont des douleurs
entre guillemets, utiles, elles sont signal d'alarme de quelque chose, alors que la douleur chronique et qui se prolonge, c'est plutôt c'est une installation lente. Et de la même manière qu'on peut être anxieux par rapport à une douleur aiguë, mais on peut se demander, tiens, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui se passe? Mais les douleurs chroniques et prolongées peuvent entraîner, bien sûr, des dépressions, un refus de soins, etc., etc. Ça joue, ça joue sur la composante psychoaffective. Alors D'accord. ensuite, il y a beaucoup de douleurs mixtes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des douleurs chroniques, par exemple lombalgie chronique, des lombalgies chroniques, et puis eh ben, à l'occasion d'un soin, on va avoir dessus une douleur aiguë, puisque c'est-à-dire les douleurs aiguës par excès de nociception. Donc la nociception, c'est quand il y a un stimulus douloureux qui est provoqué, et ensuite c'est comment dirais-je, véhiculé par les fibres jusqu'au cortex, jusqu'au cerveau, où là, on a la perception de la douleur. Et on peut avoir donc et à la fois des douleurs mixtes, donc chroniques, aiguës. Ensuite, il existe aussi les douleurs psychogènes, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément on n'a pas de diagnostic forcément qui va avec, on n'a pas forcément les examens complémentaires qui peuvent nous apprendre quelque chose. Donc ça, il ne faut pas les oublier parce qu'elles sont fréquentes et ce sont les plus difficiles à prendre en charge. Et puis bien sûr, un peu à part, ce sont les douleurs neuropathiques qui sont extrêmement importantes et très très fréquentes et pour lesquelles on a des outils de diagnostic, à savoir l'outil le DN4, mais qui n'est pas forcément connu par tous les médecins, par tous les personnels soignants. Et du coup, c'est pourquoi certains patients ne sont pas traités parce qu'on passe à côté d'un diagnostic. D'accord. Alors, du coup, maintenant qu'on a identifié, enfin, on a parlé de comment identifier la douleur, l'évaluer, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment la prendre en charge à son niveau. Donc, imagine, moi, je suis infirmier, j'arrive dans un service, qu'est-ce que j'ai dans mon arsenal thérapeutique et comment je peux prendre en charge la douleur de manière efficace? Alors, en fait, quand on suspecte un patient douloureux, évidemment, le plus important, c'est de le tracer, c'est tracer l'évaluation de la douleur, de ce qu'on vient d'observer. Par exemple, on est soignante dans un service, on le signale à l'infirmière. Ensuite, l'infirmière, dans certains services, on a justement, on peut avoir des protocoles ou des prescriptions anticipées, c'est-à-dire que sans la présence d'un médecin, il y a des choses qui ont été rédigées et validées en amont, donc ce qui va permettre de mettre tout de suite en place un traitement antalgique. Et puis, c'était quoi la question? C'est comment Ah oui, prendre en voilà. charge la Oui, douleur. donc Donc, la première chose, c'est la tracer et bien repérer. Il a eu temps, noter le chiffre, avec quelle échelle, à quel moment, déclenché par quoi, enfin, essayer d'être le plus précis possible. Ensuite, dernière, il y aura bien sûr il y aura les antalgiques. Donc, à disposition, nous avons les antalgiques selon la classification OMS, mais maintenant on a une deuxième classification, c'est Beaulieu et Lucieux, qui est plutôt une classification selon le mécanisme d'action. Mais en gros, on a les paliers 1, donc qui correspond à paracétamol et à INS, le palier 2, les opioïdes faibles, et le palier 3, les opioïdes, la morphine. Voilà les trois grandes classes médicamenteuses. Bien sûr, ça, je vous parle sur un plan thérapeutique, et bien sûr, on a tous les moyens non pharmacologiques qui sont en association vraiment qui potentialisent l'effet des antalgiques et qui peuvent même voir, même parfois dans certaines situations, on va jouer plus sur l'anxiété que sur la douleur, parce que souvent c'est lié, extrêmement lié. Et voilà, donc voilà, on a un grand arsenal, on a énormément de choses à disposition. Et du coup, en fait, je pense que déjà, c'est arriver à bien évaluer, bien le noter dans les dossiers de soins et tout de suite avoir une prescription derrière. Et l'objectif de tout ça est bien sûr, c'est pour arriver à soulager la douleur définitivement. Donc, il faut réévaluer parce que la problématique, c'est souvent on évalue une fois, on met en place un traitement, mais derrière, on ne réévalue pas. Et la problématique, c'est qu'on ne sait pas si le traitement était efficace ou non. Donc, on ne pourra pas forcément s'en servir dans une autre situation de clinique douloureuse, etc. d'accord. Très clair. Alors, du coup, ça aussi au niveau, je dirais, individuel. Après, ce qui serait intéressant, c'est d'aborder le côté un peu organisationnel au niveau du service. Donc, comment mettre en place
une prise en charge de la douleur, sur quelles compétences s'appuyer, sur quelle organisation s'appuyer. Si tu pouvais nous en dire un peu plus, ce serait super. Alors, au niveau des services, en fait, après, évidemment, au niveau de l'hôpital, il faut savoir que donc maintenant, les établissements de santé ont l'obligation de prendre en charge la douleur. Et avec la certification des établissements, donc la HAS, donc c'est des visites régulièrement et en l'occurrence, il y a un des critères qui est le critère sur la prise en charge de la douleur concernant le patient. Est-ce qu'on voit dans les dossiers de soins une traçabilité de l'évaluation de la douleur? Est-ce qu'on voit exactement quelles sont les thérapeutiques utilisées? Est-ce que ça a été réévalué? Et du fait de cette certification, il a été donc demandé quand même aux soignants d'être formés, en formation continue. Et il a été demandé qu'il y ait des référents douleurs dans chaque service de soins. Alors maintenant, c'est un peu compliqué parce que c'est très inégal selon le territoire, mais évidemment, chaque établissement inclut un comité de lutte contre la douleur. Tous les établissements n'ont pas des structures de douleur chronique avec souvent des médecins donc spécialisés algologues et des infirmières ressources douleur qui sont des infirmières qui ont été formées à la douleur, qui ont un DU douleur et qui peuvent aider les référents douleurs dans les services. Mais idéalement, donc, on a des référents douleurs dans les services. Ensuite, elles sont en lien via la cadre de santé qui, à mon sens, est le moteur pour comment dirais-je, pour dynamiser l'équipe et essayer donc de faire remonter au comité de lutte contre la douleur les problématiques de soins et voir quelles stratégies peuvent être mises en place ensuite pour pouvoir soulager les patients au mieux. D'accord. Parce que juste pour terminer, c'est vrai qu'il y a quand même comment dirais-je, il y a une grande théorie, enfin, il y a quand même il y a des difficultés qui sont là, et il y a la théorie et il y a la pratique. Et ensuite, par rapport à la charge de travail, par rapport enfin, le temps consacré justement pour la prise en charge de la douleur, c'est pas forcément les référents douleurs, ils ont des fois les étiquettes de référents douleurs, mais ils n'ont pas forcément le temps, on leur donne pas de temps forcément attribué pour ça, et donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, on va dire que ça fait quand même une vingtaine d'années que, franchement, beaucoup de choses sont mises en place dans les établissements de soins, mais avec une très grande inégalité. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la notion de douleur neuropathique, hein, parce que visiblement, c'est des douleurs assez complexes. Je vois que le mécanisme est lié à une lésion d'un élément du système nerveux périphérique ou central. Comment on peut les traiter, ces douleurs, efficacement? Il y a des traitements spécifiques pour les douleurs neuropathiques, mais en fait, il faut déjà savoir qu'il y a deux signes caractéristiques, deux types, on va dire, parce que quand un patient il a mal, d'accord, on l'évalue à combien, mais ce qui est intéressant, c'est savoir comment elle est cette douleur. Et du coup, il y a des spécificités. Et du coup, pour la douleur neuropathique, le patient décrira des douleurs à type de brûlure et de décharge électrique. Et ces deux qualificatifs sont extrêmement importants parce que c'est vraiment le reflet. C'est pareil, ça a été expertisé avec des experts douleurs spécialisés en douleurs neuropathiques. Et il y a un autre phénomène, il y a aussi un autre phénomène caractéristique de la douleur neuropathique, c'est l'allodynie, c'est-à-dire une hypersensibilité liée à un stimulus qui normalement n'est pas douloureux. Je donne un exemple, et ça c'est très important cet exemple, c'est parce que ça concerne tout le monde, et particulièrement les aides-soignantes lors d'un soin toilette, parce que la toilette n'est pas forcément considérée comme un soin invasif et c'est pas une piqûre, c'est pas une introduction d'une sonde, etc. Mais justement, au décours d'une toilette, le fait d'effleurer tout doucement la peau du patient, on peut avoir des réactions ça peut entraîner un stimulus douloureux terrible. Et si on ne sait pas, et ça, il faut le transmettre parce qu'il faut en parler en équipe, il faut voir, il peut y avoir un changement de comportement et on peut après prendre l'outil DN4, qui est l'outil de diagnostic, d'aide au diagnostic de la douleur neuropathique pour pouvoir confirmer le diagnostic et mettre en place le traitement adéquat. Alors, je suis en train de lire un livre, hein, de Marc Lévesque justement sur la douleur. Il donnait un exemple de quelqu'un qui s'est initialement coincé le doigt dans une imprimerie. Donc, c'est survenu dans les années, voilà, milieu du XXe siècle, hein, donc ça remonte quand même.
Et du coup, il a eu des douleurs neuropathiques très fortes. Résultat, on lui a amputé le bras et il a continué à avoir très mal. Et du coup, il y a cette notion aussi de douleur fantôme qui est complexe. Et donc, voilà, il y a un travail, j'imagine, multidimensionnel à opérer dans ces cas-là. Oui, oui, parce qu'effectivement, les douleurs du membre fantôme, c'est extrêmement complexe parce que le patient n'a plus son membre et il a dit qu'il ressent la douleur comme s'il avait encore sa main, son pied, son doigt. Et du coup, c'est sûr que nos soignants doivent être là pour, comment dirais-je, l'entendre, l'aider au mieux par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça peut sembler complètement dingue, mais de toute façon, il y a une mémorisation de la mémoire, de la douleur, pardon, excusez-moi, et voilà. Non, non, mais c'est pour ça qu'on dit toujours, il faut croire le patient. Hmm. Alors justement, à ce sujet, enfin, est-ce que tu as des anecdotes à partager sur des histoires justement où tu as réussi, enfin, de ton expérience, à vraiment bien prendre en charge la douleur avec des cas de patients, bien sûr, tout en respectant la confidentialité, hein, et à partager, hein, je me demandais, voilà, si tu avais Moi, des... je voulais parler de certains patients qui sont douloureux chroniques et qui connaissent très bien l'évaluation de la douleur et ce qui va derrière, à savoir la mise en place d'un traitement. Et du coup, je voulais peut-être parler des patients drépanocytaires parce que c'est une pathologie qui fait souffrir énormément. Et c'est vrai que ben, les ados, par exemple, qui sont atteints de drépanocytose et qui ont une crise, quand ils viennent aux urgences, par exemple, au niveau de l'évaluation de la douleur, c'est vrai qu'il ne suffit pas d'avoir le chiffre, parce que de toute façon, ils vont dire 10 sur 10 ou même 12 sur 10 de façon à avoir un antalgique puissant, puisqu'on sait que de toute façon, lors des crises vaso-occlusives de cette pathologie, il faut mettre en place de la morphine. Voilà. Non, j'ai pas comme là, ça me vient pas comme ça des anecdotes particulières parce que c'est voilà. Mais mais oui, parfois on est en situation, on a des difficultés parce que parfois, aussi on peut voir un décalage entre, ce qu'on observe et ce que le patient dit. Il y a des patients qui vont dire: j'ai très mal, je suis très mal» et en fin de compte, ils sont sur leur téléphone portable, ils sont dans leur fauteuil et ils ont l'air d'être, quand même tout sourire, de bien aller et du coup, c'est un petit peu ça et justement, ce qui est important, c'est d'être en équipe pour arriver au mieux à identifier la douleur. Hmm. D'accord, mais en tout cas, merci de ce partage sur ces populations drépanocytaires voilà, enfin, ce qui est intéressant aussi, hein, par rapport au sujet de la douleur, c'est qu'il y a une véritable errance diagnostique des patients. Donc, 70% des patients qui sont confrontés à des douleurs chroniques ne savent pas vraiment comment bien prendre en charge leur douleur et donc, on sait aussi que heureusement, il existe des centres de traitement de la douleur hein, partout en France. Cela étant dit, c'est encore assez méconnu des patients et ils n'ont pas toujours la capacité suffisante pour aussi accueillir le nombre de patients douloureux chroniques parce que quand on regarde hein, d'un point de vue démographique, les patients douloureux chroniques, déjà, on observe qu'une personne sur deux qui a plus de 70 ans voilà, souffre de douleurs chroniques. Et ça touche encore plus les femmes que les hommes. Et donc, voilà, il y a aussi des notions d'accès, de mobilité. Donc, ça aussi, c'est des enjeux importants et complexes hein, qui questionnent la notion d'articulation entre l'hôpital et la ville. Donc, c'est aussi la question que je voulais te poser. Déjà, merci parce que on y voit plus clair hein, sur les différents types de douleurs, sur cette prise en charge, sur l'organisation au niveau hospitalier. Et maintenant, à domicile, comment on peut accompagner les patients douloureux chroniques à leur retour quelle éducation thérapeutique autour de cela? Ben, en fait, à domicile, c'est vrai que c'est très important parce que le problème, c'est que déjà, des fois, c'est complexe à l'hôpital et quand on se retrouve à la maison, c'est complexe. Donc, évidemment, les infirmières libérales, les infirmiers libéraux sont de plus en plus formés quand même à cette prise en charge à la douleur. On commence à voir quand même le méopa, qui est donc le mélange équimolaire oxygène protoxyde d'azote qu'on utilise qui est un anxiolytique et un antalgique de surface qu'on utilise surtout pour les soins douloureux.
Il y a donc maintenant les infirmiers libéraux peuvent s'en servir à domicile. C'est pas encore partout. Au début, c'était réservé. Il y avait seulement les patients en HAD, c'est-à-dire hospitalisation à domicile. Mais c'est évident qu'il faut une continuité parce que sinon, on arrive à la maison et c'est la catastrophe parce que il y a plus de suivi, il y a plus rien. On se retrouve avec les antalgiques. On a peut-être été aidé à l'hôpital avec des moyens non médicamenteux, mais on se retrouve tout seul à la maison. C'est pas toujours facile quand on est douloureux de se faire une séance d'auto-hypnose ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, oui, ça c'est le suivi en ville et à domicile, et c'est très très important. Et c'est vrai que souvent la famille, les médecins, c'est pourquoi nous on souhaiterait que les médecins généralistes soient de plus en plus formés aussi, continuent à se former et être formés à la prise en charge de la douleur, parce que pour certains, c'est pas toujours évident. Voilà. Et évidemment, il faudrait essayer de poursuivre un maximum de choses à la maison. D'autant que de nos jours, on essaye de raccourcir les durées moyennes d'hospitalisation. Donc, c'est vrai qu'il faut que derrière, il y ait tout l'arsenal. Merci beaucoup. Je voudrais aussi faire appel à nos spectateurs et spectatrices, hein. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez partager des anecdotes, on peut vous donner la parole, hein. Il y a une option qui permet de vous donner la parole, ou vous pouvez écrire, hein, dans la partie questions. Donc, au niveau du coup, tu as parlé d'auto-hypnose. Je voudrais qu'on aborde la notion d'intervention non médicamenteuse. Quels sont voilà, quel est le spectre, hein, des interventions non médicamenteuses qui existent dans les prises en charge de la douleur, et est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet, Patricia? Oui, alors donc il en existe, il existe d'un côté les méthodes physiques ou physiologiques, par exemple l'utilisation du chaud, du froid, la balnéothérapie, les massages. Ensuite, il y a toutes les méthodes psychocorporelles et cognitivo-comportementales. Et du coup, toutes ces formations nécessitent toutes ces méthodes nécessitent une formation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'hypnoanalgésie ou de la musicothérapie ou de la sophrologie sans être formé à la méthode. Et du coup, c'est vraiment, on a un grand arsenal. Alors, le problème, c'est qu'il fallait parce que lors du 3e plan de douleur, donc c'était en 2006, 2006-2010, il avait été demandé vraiment, comment dirais-je, aux scientifiques de faire des études au même titre que des études médicaments, des études d'efficacité, donc des méthodes non pharmacologiques, de façon comment dirais-je, à prouver vraiment l'efficacité et qu'on sorte du ressenti, de dire tiens, la sophrologie ça marche, un massage ça marche, l'hypnose ça marche, la musique ça marche. Et du coup, ça a été largement développé et les soignants sont de plus en plus formés dans les établissements donc à toutes ces méthodes. Et alors, la base, c'est il faut que le soignant soit formé, et deux, il faut tenir compte des ressources du patient. C'est-à-dire que toutes ces méthodes, elles peuvent être faites à partir du moment où le patient nous donne ses ressources, ça part de ses ressources, ça part de ce qu'il aime, ou ce qu'il n'aime pas. C'est extrêmement important pour avoir derrière, comment dirais-je, pour qu'on ait une belle alliance thérapeutique et pour que ça puisse fonctionner. Merci de le mentionner, c'est un point absolument essentiel, hein. Il y a beaucoup de littérature aujourd'hui sur la notion de patient partenaire, et c'est lié avec un point que tu évoquais aussi dans notre session de préparation, Patricia, c'est l'importance des mots. Donc, je voudrais aussi, si tu veux bien revenir là-dessus, sur comment créer cette alliance aussi avec le patient, pour lui donner confiance dans ce traitement, cette orientation de la douleur, parce qu'on le sait, le traitement sera efficace seulement si le patient aussi y croit, y adhère. Et donc, voilà, c'est ce que tu pourrais nous partager Oui. aussi.
c'est vrai, ce que moi je dis toujours dans mes formations, je dis attention aux mots, MOTS, quand on veut prendre en charge un patient, mais attention à nos mots parce que, en fait, nous soignants, et je me mets avec, hein, il y a une forme de banalisation de nos actes, de nos gestes et parfois aussi du vocabulaire qu'on emploie. Et c'est vrai qu'on va toujours bannir le fait de dire attention, mais ce n'est qu'une petite piqûre, mais ça ne va pas vous faire mal. Et du coup, déjà, c'est savoir communiquer correctement. Ça a l'air d'être, on enfonce une porte ouverte, parce qu'on se dit quand même, c'est la base de la relation soignant-soigné. Mais non, mais moi, je sais que je le rappelle dans toutes mes formations douleur. Attention comment on communique. Parce que les patients, on a cette composante, on n'en a pas parlé des composantes de la douleur. Il y a 4 composantes de la douleur et il y a la composante cognitive, c'est-à-dire qu'est-ce que cette douleur représente au patient. Pour le patient, ça veut dire quoi pour lui, comment il l'interprète. Ça dépend bien sûr de son vécu personnel, de ses antécédents, de son parcours douloureux. Et c'est vrai que c'est très important. Super, merci beaucoup Patricia. Nous avons 2 questions. Merci beaucoup hein, Anne et Nadège pour vos questions. Anne pose la question suivante. Comment avoir une consultation dans un centre antidouleur lorsqu'on est à domicile? C'est-à-dire le patient, il est à domicile. C'est Oui, ça, je sais pas. Et en fait, comment on si fait? le patient, voilà, Ah, imagine que je sois patient à domicile, j'aimerais avoir une consultation dans un centre antidouleur. Comment je m'y prends? Est-ce que je fais un courrier à mon médecin traitant? Est-ce que je passe par mon spécialiste? il faut un courrier. Il faut un courrier. Malheureusement, comme tu l'as dit, il y a pas encore suffisamment de structures douleur partout. Et du coup, c'est complexe. Les places sont chères et c'est très long. C'est vraiment un grand parcours du combattant avant d'arriver à avoir une consulte douleur, c'est vrai. Mais en tout cas, oui, il faut une lettre. Il faut être adressé par son médecin traitant ou par un spécialiste si on est déjà suivi en neurologie ou ailleurs en fonction de la pathologie. Mais il vaut mieux être adressé. On ne peut pas arriver comme ça en structure douleur dans un hôpital et avoir une consultation. Non. Ok, bah merci beaucoup. Nous avons une autre question de Nadège sur la fibromyalgie. Nadège est spécialiste de la fibromyalgie. Est-ce que, Patricia, tu aurais des recommandations précises sur cette pathologie? J'en ai pas beaucoup. Je suis pas une spécialiste, moi, de la fibromyalgie. Je connais bien entendu parce que je sais que ben, c'est la plupart des patients fibromyalgiques, ils font le plein dans les consultations douleur. C'est extrêmement complexe à prendre en charge. Non, j'ai pas de recommandations particulières. Ce que je peux juste dire, c'est que là, la composante émotionnelle et la composante ouais, affectivo-émotionnelle, elle joue énormément et il y a vraiment besoin d'avoir un soutien et de croire, parce que la problématique de la fibromyalgie, c'est que souvent, on a au niveau examen complémentaire, par exemple, on n'a pas forcément d'anomalie ou de signes de douleur au niveau des examens, et cependant, c'est quelque chose qui est terrible. Et maintenant, ce que je peux recommander, c'est d'aller dans les associations, parce qu'il y a les associations des fibromyalgiques, et je pense que il y a des forums, il y a de l'aide, je pense que voilà. Mais moi, personnellement, je ne peux pas donner beaucoup de renseignements sur cette pathologie. Alors, merci. Une autre question aussi sur l'orientation vers un centre antidouleur. Est-ce qu'une infirmière à domicile peut orienter vers un centre antidouleur? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire que elle peut tout à fait, si c'est une infirmière libérale, je pense que bon, de toute façon, elle demandera quand même, il faudrait quand même qu'il y ait une lettre du médecin traitant qui explique, enfin, quelle est l'indication pour quel type de douleur, etc. Et quels sont les antalgiques, par exemple, que le patient prend déjà. Mais bien sûr, ça peut être à l'initiative d'une infirmière libérale à domicile, bien sûr. Parce que ce que je voulais rajouter, c'est qu'on est tous, quelle que soit notre fonction, nous sommes tous des acteurs du soin autour du patient, ok? Et on a tous un rôle. Donc, il y a des rôles de prescription, il y a des rôles enfin, de soins, il y a des rôles d'accompagnement, mais on a tous notre rôle. Et évidemment, devant les patients douloureux, il faut absolument, comment dirais-je, oui, signaler au médecin traitant et essayer de faire avancer les choses. Hmm.
Alors, je voudrais juste citer une phrase de la neurologue Sereni qui résume les facteurs aggravants. Tout ce qui diminue les mécanismes naturels de défense contre la douleur, par exemple l'inactivité, l'isolement, les traumatismes ou l'usage prolongé des médicaments opiacés, augmente le risque de développer un syndrome de douleur chronique. Tout ce qui renforce ces mécanismes, comme une vie affective et professionnelle riche et satisfaisante, la pratique du sport, des intérêts variés constituent une forme de protection. Et c'est une phrase qui me paraît très importante de partager avec vous pour souligner ce que vient de dire Patricia, notamment sur la fibromyalgie, c'est que nous sommes tous des acteurs de soins. Voilà, même moi, si je ne suis pas soignant, je peux. Voilà, j'ai des personnes de ma famille en ce moment qui traversent des épisodes difficiles au niveau de leur pathologie et on voit le rôle des aidants, de la famille, donc apporter voilà, un soutien affectif, social, émotionnel est très important aussi. Donc, voilà, ça nous permet aussi de réembrayer sur le sujet du côté intervention non médicamenteuse et de se dire, si on réfléchit sous une forme un petit peu globale, quand on parle de la santé, bien-être physique, psychique et sociale, euh, c'est une question un peu difficile, hein, Patricia, et on ne l'avait pas mise dans notre trame de préparation, mais si tu devais recommander un petit peu un parcours de soins idéal pour la prise en charge de la douleur chronique, ce serait quoi? Si moi je suis patient, je suis douloureux chronique, euh, voilà, qu'est-ce que serait le parcours de soins le plus adapté, toi qui es professionnel de ce domaine? Ben, déjà, je pense qu'il faut faire le distinguo. Enfin, si le patient il est entouré déjà au niveau de sa famille, c'est pas la même chose que effectivement des patients qui sont seuls, qui sont pas entourés, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de travail. Donc évidemment, on va rentrer dans des difficultés énormes parce que effectivement, tout le côté psychosocial, c'est très très important. Donc moi, ce que je dis, c'est de jamais baisser les bras, de se dire qu'on a quand même, on est en 2022, qu'il y a quand même d'énormes moyens. Maintenant, il faut les connaître et je pense qu'il faut pas hésiter à en parler. Je veux dire, on peut être justement le patient douloureux chronique, qui peut être aidé avec les infirmières, avec son médecin traitant, avec des gens qui lui sont proches, pour pouvoir bénéficier des médicaments et des méthodes non pharmacologiques existantes au mieux. Mais c'est vrai que le problème des douloureux chroniques, c'est que il y a un ras-le-bol, c'est qu'on baisse les bras, c'est que il y a des on veut abandonner quoi parce que c'est très compliqué et c'est difficile et nous soignants on est impuissants parfois. On est impuissants parce qu'on a des moyens mais ça marche pas forcément ou alors voilà, c'est compliqué, mais bon, faut y croire, faut y croire. Merci beaucoup à Pierre aussi qui partage qu'une recommandation majeure pour la fibromyalgie est de ne pas utiliser les morphiniques non indiqués et très addictifs. Alors, un spectateur aussi demande comment convaincre les soignants réticents à l'utilisation des morphines voilà, ouais, c'est une question. En fait, je pense que derrière cette question, c'est plutôt la notion de se dire comment choisir le traitement adapté à la douleur. En fait, c'est quand on voit la diversité des types de douleurs, comment choisir le traitement adapté. Ben, en fait, il faut connaître le mécanisme, justement. Il faut savoir de quelle douleur il s'agit. Parce qu'effectivement, des morphiniques sur les douleurs neuropathiques, ça marchera jamais. Ça marche pas. Donc, en fait, il faut connaître très bien, il faut bien identifier le type de douleur. Quel est son mécanisme? Est-ce que c'est une douleur inflammatoire? Est-ce que c'est une douleur avec une nociception? Est-ce que c'est une douleur neuropathique? Et en fait, pour mettre en place le traitement adéquat, il faut savoir reconnaître et bien identifier le phénomène douloureux. Et c'est vrai que c'est pas forcément, comment dirais-je, il y a des médecins algologues, ils sont formés pour ça, et c'est vrai que je pense que ce qui pourrait être bien, c'est de former de plus en plus de médecins généralistes euh, aux, aux problématiques de la prise en charge de la douleur, Hmm. parce que il y a encore beaucoup de méconnaissances.
Et du coup, j'invite tous les professionnels de santé à régulièrement aller se former dans les congrès douleur, de continuer à lire des articles, de lire de la littérature scientifique, à lire des ouvrages, parce que au quotidien, ben, c'est ça aussi qui peut permettre d'améliorer la prise en charge. C'est l'amélioration des connaissances. Super, on va s'approcher de la fin de notre webinaire. Patricia, alors avant déjà, on va récapituler vraiment les 3 points essentiels qui sont un peu pratico-pratiques sur lesquels on a travaillé avec Patricia. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, n'hésitez pas aussi aux participants et participantes, si vous avez encore des questions, on pourra prendre quelques minutes là-dessus. Mais les 3 points clés, donc premièrement, favoriser une organisation des soins pluridisciplinaires de prise en charge de la douleur soutenue par les cadres de santé des unités de soins et les chefs de service. Ce qui est très bien, c'est que lors de ce webinaire, nous avons justement beaucoup de professions qui sont représentées. Encore un grand merci à tous les participants et participantes, puisque nous avons des médecins, des cadres de santé, des infirmières référentes douleur, des psychologues, des psychomotes. Voilà, donc effectivement, on voit que c'est un sujet complexe, la douleur, qui suppose une approche interdisciplinaire et un lien ville et hôpital. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu en as parlé aussi, Patricia, c'est anticiper finalement, donc mettre en place un système de prescription anticipée et de protocole adapté, à la fois pour mesurer la douleur, la caractériser et la traiter. Et enfin, évaluer de manière continue la douleur avant et après la mise en place d'un traitement afin d'adapter et réajuster si besoin. Patricia, est-ce que j'ai bien résumé ou est-ce que tu voudrais rebondir là-dessus? Non, c'est ça, c'est tout à fait ça. Je veux dire, voilà, c'est pour l'organisation bah, pluridisciplinaire. Bah oui, c'est la base au sein d'un service et tout le monde doit être concerné. Et je pense que il faut prendre un peu plus de temps parce que parfois on n'a pas le temps de s'asseoir. Hein. C'est comme ça, c'est malheureux à dire, mais c'est la charge de travail qui veut ça. Mais de temps en temps, prendre le temps de s'asseoir autour d'une table, de se réunir, de se dire est-ce que et de pouvoir discuter un petit peu des situations cliniques douloureuses pour essayer de faire au mieux et de mettre en place les moyens vraiment adaptés. Non, c'est bien résumé, sinon c'est vraiment la base. Ça, c'est la base. Je sais pas, on est d'accord, on est sur la douleur à l'hôpital. Hein. Alors, au niveau des participants, enfin voilà, si vous voulez aller plus loin, et donc tout ce contenu est enregistré aussi et sera partagé pour voilà, les inscrits qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Hop. On a mis un certain nombre de liens de la HAS, de Pédiadol aussi sur tout ce qui est pédiatrie, le CNRD, la SFETD, la Société française de traitement de la douleur qui organise d'ailleurs son congrès en novembre, a beaucoup de ressources et de matériel présent et dans plein de types d'indications, qu'il s'agisse des douleurs cancéreuses, des douleurs en pédiatrie, des douleurs psychiques, donc par sujet, et c'est vraiment extrêmement bien fait. Et enfin aussi quelques ouvrages. Là, j'ai cité l'ouvrage de Marc Lévesque, Libérons-nous de la douleur, mais il y a aussi cet ouvrage de Alazane Françoise et Serge Perrault, Douleur et émotion, intégrer les émotions dans le traitement de la douleur. Vous voyez, après Patricia, si tu as un livre aussi coup de cœur, n'hésite pas à le partager ou en tout cas un manuel qui soit particulièrement utile. Voici en quelques mots les points clés et l'idée c'est que nous ayons des webinaires chaque mois. Peut-être qu'il reste la place pour une ou deux dernières questions hein, si vous le souhaitez. En tout cas déjà un grand merci à tous et à toutes. Patricia, est-ce qu'il y a un mot que tu voudrais partager pour saluer nos participants Non, je remercie tout le monde. Et puis, je dis bravo d'être là, bravo d'être motivé, bravo de vouloir faire au mieux pour les patients douloureux. Parce que je pense qu'on ne sera jamais au chômage, il y a encore beaucoup à faire. Et c'est vraiment le quotidien, d'essayer de mettre tout en œuvre, même si il y a des difficultés locales, même si c'est pas toujours facile. Mais je pense que ça vaut le coup parce que les patients le méritent et nous, on est tous des patients potentiels. Un grand merci. Je salue aussi les participants et participantes voilà, qui sont connectés. J'ai vu pas mal de noms de personnes voilà, avec qui on a eu des échanges. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Je vous souhaite
un bel après-midi. Encore merci Patricia pour Oui, merci à ce très bel tous. Merci Martin. exposé et prenez bien soin de vous et à bientôt. Au Ok, à revoir. bientôt. Au revoir.